Pascal, une de ses caractéristiques, c'est que c'est une cosmologue, donc c'est une physicienne, mais qui aussi s'intéresse beaucoup à la technologie, à la fabrication de dispositifs. Et elle s'est attelée au fait que, au début, les boîtes, comme vous avez vu, elles sont mises n'importe comment. Et quand on veut les mettre dans des cavités pour faire des sources de photons uniques, eh ben, si on ne sait pas où sont les boîtes, donc on met les cavités au pif. Et puis après, bah, il faut chercher une cavité qui a à l'intérieur une boîte qui est relativement bien positionnée et qui est résonante avec le mode. Donc Pascal va raconter. Moi, je veux juste dire que j'ai assisté à la naissance de l'idée. On était toutes les deux à une conférence en Angleterre et on a visité un labo. Alors moi, je me rappelle même plus ce que faisait cette personne, mais elle faisait de la lithographie optique sur des émetteurs ou des structures plastiques. Qu'est-ce qu'elle faisait? Voilà, c'était une lithographie optique mais focalisée au lieu que ce soit à travers un masque. Et tout d'un coup, je l'ai vue, elle a dit, oh, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et elle s'est attelée. Ça a été compliqué au début. Et puis, c'était une idée magnifique qui les a menés jusqu'à Candela. Donc, voilà, je me rappelle exactement quand c'est arrivé. Donc, je vais laisser Elisabeth Jacobino, donc vice-présidente de la Société française de physique, bientôt présidente, et ben, remettre le prix. Merci. Donc, bon, je vais aussi mentionner Henri Mariette, qui est responsable des prix à la Société française de physique, et pour dire à quel point c'est important. Merci, merci Henri. Et donc, la Société française de physique a aujourd'hui le plaisir de remettre le prix Jean Ricard, le plus grand prix, comme le disait, euh, à Pascal Sénéla pour l'année 2023. On a pris du retard, mais hein, on est désolé. Voilà. Et tout d'abord, bon, quelques mots sur la Société française de physique, qui a pour objectif de stimuler le développement des connaissances en physique, fédérer la communauté des physiciens et des physiciennes, faire rayonner la physique, hein, il y a l'optique et puis tout le reste. Et, euh, et la Société française de physique fêtait ses 150 ans en 2023. Et il y a eu pas mal de manifestations, d'actions cette année-là. Et en 2025, on a encore pas mal de choses, et en particulier un grand congrès à Troyes dont nous avons les organisateurs ici. Et aussi, la Société française de physique prend en charge l'organisation des Olympiades internationales de physique 2025, qui a un travail considérable, mais qui, on l'espère, va apporter aussi pas mal de visibilité pour la physique. Donc la Société française de physique, c'est 21 sections locales, 11 divisions, 8 commissions transversales, aussi une commission pour la place des femmes. Et évidemment, nous sommes sensibles à ça. Et puis on s'adresse à tout un ensemble d'interlocuteurs, donc évidemment les physiciennes et les physiciens, mais aussi les pouvoirs publics, les responsables politiques que nous essayons de convaincre de l'importance de la science, et puis le grand public pour des expositions, festivals, conférences, etc. Donc, évidemment, j'en viens à euh, l'action la plus importante, c'est la tradition des grands prix pour les physiciennes et les physiciens, comme le prix Jean Ricard, le prix Félix Robin, le prix Émilie du Châtelet, ainsi que plusieurs prix binationaux, des nombreux prix de thèse, etc. Le prix Jean Ricard, lui, a été fondé par la Société française de physique en 1970 avec la généreuse donation de Monsieur Jean Ricard, ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur, membre de la Société française de physique. Et il est destiné à récompenser et encourager euh, l'auteur française ou français d'un travail remarquable et original dans le domaine des sciences physiques, très large, que ce soit sur le plan théorique ou expérimental. Et donc, c'est un prix qui a été décerné par un jury qui a été très impressionné par les avancées exceptionnelles faites par Pascal, à la fois pour la physique fondamentale et pour les applications des technologies quantiques.
Et je voudrais juste rappeler ici, bon, la carrière de Pascal, tout à fait impressionnante. Après des études à l'école polytechnique, elle a fait un master par ici, CENS, puis a préparé une thèse soutenue en 2001 sous la direction de Richard Planel et Jean-Yves Marzin. En 2002, elle obtient un poste permanent au laboratoire de photonique et nanostructure du CNRS. Et euh, elle se consacre là, dès le début, à un travail pionnier sur les boîtes quantiques et en particulier la démonstration du couplage fort entre une boîte quantique et une cavité optique. En 2008, elle invente une technique remarquable de lithographie in situ qui permet d'obtenir un couplage déterministe entre une boîte quantique et une cavité avec une précision remarquable nanométrique. Et donc, cette remarquable euh, innovation a permis de générer des photons uniques euh, à la demande avec une brillance jamais atteinte, et puis aussi des états photoniques quantiques de plus en plus élaborés, euh, comme des sources très brillantes de photons intriqués, et aussi des sources de photons indistinguables, ce qui était impossible jusque-là avec des émetteurs dans des matériaux semi-conducteurs. Donc vraiment tout à fait extraordinaire. Et de nouveaux développements fascinants ont été réalisés, comme la génération d'états de photons en cluster et la superposition d'états nombre de photons, enfin des états quantiques difficiles à produire. Et puis ces sources de photons sont de qualité unique, sont bien sûr une ressource de choix pour les communications quantiques et pour les technologies quantiques, en particulier elles ont été utilisées pour du quantum computing intermédiaire comme le boson sampling, donc des tas de perspectives dans des directions diverses. Donc, ces inventions, justement, ont mené à la création d'une société, Candela, en 2017, par Pascal Sénélard et puis deux collaborateurs qui étaient ses anciens postdocs. Candela vend maintenant non seulement des sources de photons, mais des circuits quantiques, des ordinateurs quantiques optiques avec une centaine de personnes. Donc c'est tout à fait impressionnant. Bravo pour cette réalisation. Donc bon, il va pas être possible de mentionner ici toutes les réalisations et découvertes de Pascal qui sont basées au départ sur une combinaison vraiment unique d'expertise en physique des solides, en nanofabrication, en optique quantique, en information quantique, tout cela ensemble. Mais on peut dire que toutes ces découvertes ont eu et ont un impact considérable au niveau mondial et que cela a été suivi par de nombreux groupes dans le monde entier. Et donc, vraiment, toutes nos félicitations à Pascal pour toutes ses réalisations et pour le prix Jean Ricard. Bravo. Un grand merci, Elisabeth, pour tous ces mots très, très, très élogieux et un grand merci à la Société française de physique pour cet honneur qui m'est fait. Je voudrais dire qu'en fait, recevoir ce prix ici, à la maison, devant vous tous, c'est un cadeau supplémentaire incroyable. Honnêtement, quand Ariel m'a dit, alors, qui c'est que tu vas inviter pour le j'ai dit, bah, ils sont tous là. En fait, je suis super contente. Enfin, voilà, il y a Jean qui est arrivé, mon mari, voilà, pour nous rejoindre. Mais sinon, c'est juste, voilà, je suis trop contente de fêter ce prix avec vous tous.
Deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que cette journée de science, pour moi, c'est juste extraordinaire parce que j'ai l'impression de revenir à la maison scientifiquement cette fois, parce que comme l'a dit Elisabeth, je me suis un peu égarée du côté de l'optique quantique, de la formation quantique, etc. Et se rappeler de ses origines et en fait de la physique que j'adore, des semi-conducteurs, etc., avec des exposés absolument géniaux qu'on a eu toute la journée, c'est vraiment un cadeau génial. Donc merci beaucoup. Alors, est-ce que je change de truc ou pas? Comment ça marche? Euh, et donc, la deuxième chose, c'est que du coup, dans les 20 minutes qui vont venir, je vais essayer à la fois de vous raconter, alors que c'est une petite commande quand même aussi du programme scientifique de la journée, de raconter un petit peu le parcours entre les manips qu'on a entendu parler d'aujourd'hui, dont on va parler demain, et l'aventure de Candela, donc ce trajet-là. Et bien sûr, je veux remercier absolument toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé sur ces 20 dernières années. Et là, le fait que tout le monde soit là, ça me met un petit peu de pression parce que j'ai un peu peur d'oublier des noms, des gens. Donc, je vous demande beaucoup d'indulgence. J'espère que j'oublierai personne. Et surtout, je vais pas pouvoir citer tout le monde de toute façon. Voilà. Donc, un grand merci pour l'aventure scientifique que je vis avec vous tous dans cette communauté sur les boîtes quantiques depuis 20 ans. Et maintenant, je vais essayer de vous raconter donc un petit peu à la fois donc ce parcours et bien sûr qui a commencé. Alors, comment je fais ça? Je pense que c'est ça pour avancer. J'ai pas essayé avant. Si. Je vais vous présenter donc de la science qui a été faite à la fois. En fait, moi, je suis arrivée au LPN à Marcoussis, puis au C2N, et puis je vais aussi vous présenter des choses qui sont maintenant faites à Candela. On a inauguré le laboratoire commun il y a 2 mois. Les choses sont au niveau de la recherche en fait maintenant très liées. Alors, bien sûr, tout ça commence avec les travaux fondateurs de Jean-Yves. Euh, Jean-Yves qui a été mon directeur de thèse pour la deuxième moitié de ma thèse. Je crois que j'étais aussi sa dernière doctorante. Je dirai plus de choses sur ça demain. Aujourd'hui, je rappelle ici les 2 papiers fondateurs qu'on a discuté largement déjà. La démonstration en 85 de la possibilité de faire croître ces objets. Et dans ce papier-là, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'identification des niveaux d'énergie discrets, du fait qu'on a une très forte luminescence qui indique qu'on a vraiment une bonne qualité de matériaux. Et puis ensuite, le deuxième article absolument fondateur pour le sujet qui m'intéresse, l'atome artificiel, mis en évidence par ce papier de Jean-Yves et Jean-Michel et collaborateurs, où on identifie pour la première fois ces raies discrètes. Donc voilà, moi je rejoins l'aventure, il y a déjà ça qui a été fait, et puis, il y a en 2000 ce premier papier, bien malheureusement aux États-Unis, aux grandes dames de Jean-Michel, de la démonstration de photons uniques dans le groupe d'Attach Imamoglu, avec des noms que vous reconnaissez, Petrov, Michler, etc. Avec cette expérience très simple où on envoie le flux lumineux sur 2 détecteurs et on fait des corrélations de photons et on voit que l'absence de signal prouve qu'on n'a qu'un seul photon émis à la fois. Donc première démonstration, ah, il y a un dessin qui est parti. Euh, mais on sait déjà à cette époque, donc 2000, on le sait déjà que c'est une source de photons qui est en fait jolie sur le papier, c'est-à-dire qu'on a un émetteur quantique qui va émettre un photon à chaque fois qu'on lui demande, mais par contre ce photon va être émis dans toutes les directions de l'espace, ça c'est les lois de l'électromagnétisme qui nous le disent, et donc si on essaye de récupérer les photons, on va avoir beaucoup de mal et on aura à la fin, à l'époque de temps en temps, on voyait cette phrase zero photon source, en fait essentiellement rien, et de temps en temps un petit photon qui arrivait. Et donc, il fallait trouver une solution. Et cette solution, elle avait été proposée par, ah, je suis désolée, il y a le passage de Mac à Windows qui fait des blagues. Bon, alors on va voir ce qui reste, hein, c'est pas grave. Mais donc, la solution à ce problème avait déjà été largement identifiée, notamment par ce travail également fondateur de Jean-Michel, avec l'idée qu'on va pouvoir mettre la boîte quantique dans une cavité, augmenter l'interaction lumière-matière avec un mode spécifique pour accélérer l'émission dans une direction et forcer la source à émettre dans une seule direction. Alors, ce papier fondateur de 98, c'est pas avec une boîte quantique unique, c'est avec une collection de boîtes quantiques, mais la mise en évidence de cette accélération de l'émission spontanée. Et pour compléter, dans le cadre de la thèse de Bruno, mon cher ami, avec Jean-Michel, c'est le papier de 2001 qui écrit clairement que ça va être la bonne façon pour faire des photons un par un, pour avoir des sources efficaces. Donc voilà, moi je rejoins l'histoire en fait après ma thèse à ce moment-là, en 2002.
avec l'idée que le défi que je me donne dans le projet de recherche au CNRS, c'est de passer de faire ces expériences-là avec une seule boîte en cavité. Et on a, comme Jacqueline l'a rappelé, on a un défi. Et ce défi, on l'a vraiment vécu au quotidien dans ce premier papier qu'on a fait, en fait, sous l'impulsion de Jacqueline et de Jean-Michel. Donc, c'est vraiment le passage de flambeau entre eux et moi dans cette étude, où on était très heureux en 2005 d'avoir démontré le couplage fort entre une boîte quantique et une cavité qui était cette fois-ci un microdisque, pas un micropilier. Et vous remarquez qu'on avait fait une affreuse infidélité aux boîtes Transclic Astranov. On était parti vers les boîtes à fluctuation d'interface. Alors, on était très heureux de ce résultat, mais alors on a aussi vécu très durement le fait que une petite fausse manipulation, le microdisque est mort. Hein. Et après, pendant 6 mois, un an, la doctorante qui était ma première doctorante sur le sujet a cherché, dans une aiguille, dans une motte de foin, un nouvel échantillon qui marcherait. Et on n'a pas réussi. Hein, 18 mois suivants, pas moyen de retrouver un échantillon qui fonctionnait. Donc c'est à ce moment-là moi, je me suis dit que c'était pas possible qu'on continue comme ça. Et effectivement, comme Jacqueline l'a dit, c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu la chance de voir une machine que j'avais jamais vue avant et avoir cette idée de faire de la lithographie in situ. Donc, du coup, mon destin se retrouve lié vraiment aux travaux d'Aristide parce que l'idée que j'ai eue était cette fois-ci compatible uniquement avec des boîtes, je dirais, bien confinées, INGAS, et des cavités micropiliers. Et donc, ça fait 20 ans que j'ai la chance de travailler avec Aristide qui, tout au long de ce trajet, a toujours fait des échantillons de meilleure qualité avec de plus en plus de fonctionnalités, etc., au fil du temps. Malgré tout, Aristide ne me donne toujours pas des boîtes qui sont à la bonne longueur d'onde et au bon endroit. On sait toujours pas faire. Et quand la communauté a essayé de faire ça, en fait, ça marche pas. Les boîtes quantiques sont de mauvaise qualité si on essaye de forcer leur nucléation à différents endroits. Donc l'idée, c'est de s'en accommoder, de déposer un deuxième miroir de Bragg, de se faire à l'idée qu'on ne saura pas où sont les boîtes quantiques, ni à quelle longueur d'onde elles sont, mais qu'on va pouvoir trouver ces informations en faisant ce qu'on sait très bien faire, c'est de la spectroscopie. Donc on va déposer une résine photosensible, on emmène l'échantillon à 4 Kelvin, là où on fait de la spectroscopie. On dépose des piezo derrière l'échantillon, de façon à pouvoir déplacer l'échantillon par rapport à un faisceau laser focalisé. Et là, en fait, l'idée est assez simple. On repère une raie d'émission de boîte quantique, comme on sait faire très bien. Et puis, comme la boîte quantique a une taille de l'ordre de 20 nanomètres et que le spot laser a une taille de l'ordre de 1 micron, eh bien, quand la boîte quantique est au centre, elle reçoit plus d'excitation que quand elle est sur le côté. Et donc, le nombre de photons que je reçois par seconde est plus important. Donc, si on trace simplement le signal de la boîte en fonction de la position, ben, en fait, on reproduit plus ou moins le spot laser. Et donc, on est capable, en fait, de pointer le maximum de cette courbe très précisément et de trouver la position de la boîte quantique à quelques nanomètres près. Quelques dizaines de nanomètres près. Et donc l'idée que j'avais eue justement, c'était de superposer à cette mesure un laser vert très précisément. Et une fois que je sais que la boîte est à un endroit donné, d'exposer, faire un trou dans la résine. Ce trou sera ensuite transféré pour faire un max et fabriquer des piliers. Et les piliers ont dorénavant une boîte quantique chacun en leur centre. Alors tout ce travail, donc ça a commencé en 2005, ça a fonctionné en 2007. On a travaillé du coup avec Loïc Lanco très fort sur ce développement. Donc Loïc a été absolument essentiel sur ça, mais aussi et la technologie des micropiliers. Moi, je ne sais pas graver des piliers, je ne sais pas faire de la gravure. Tout ça, c'est grâce à Isabelle que ça a été possible avec des piliers qui survivent très très longtemps. Autre personne que je veux absolument remercier sur cette étape qui a été quand même assez essentielle dans ma carrière, Paul qui quand j'ai été le voir en lui disant que j'allais faire des trous dans la résine à 4K, il n'a pas rigolé. Il m'a encouragé et il m'a encouragé à passer du temps dans la salle blanche, à faire des choses très bizarres. Et au quotidien, quand ça marchait pas, parce que ça n'a quand même pas marché pendant longtemps, c'était vraiment une chance pour moi de partager le bureau avec Karine Gautron, qui m'a aussi énormément soutenue dans tous ses travaux. Alors, une fois qu'on a su faire ça, on avait un levier, en fait, scientifique pour faire des études de manière reproductible qu'on n'avait pas avant et ça a quand même beaucoup changé de choses. Et donc, on s'est attelé à faire ces sources qui étaient prévues depuis longtemps. Et donc, on a réussi à faire ça en 2002. Alors, en 2010, on a fait des jolies sources de photons intriquées. En 2013, on a fait une source de photons unique très efficace, donc aux alentours de 80% de probabilité de récupérer le photon à la sortie du pilier et les photons étaient corrects au niveau indiscernabilité. Alors, de quoi s'agit-il, cette indiscernabilité? Alors, on savait qu'il fallait le faire, mais en fait, la personne qui m'a vraiment poussée
a poussé très loin cette indiscernibilité, c'est le professeur Andrew White, qui est un fondateur du domaine du calcul quantique photonique de l'Université de Queensland en Australie, qui m'a expliqué qu'en fait, cette indiscernabilité, c'était ça qui nous permettrait de faire du calcul quantique. Et donc, alors je suis désolée, il manque une animation. Quand on envoie deux photons sur une lame semi-transparente, vous avez quatre possibilités. Soit les deux photons sont transmis, soit tous les deux réfléchis, ou chacun un transmis, un réfléchi. Et la mécanique quantique vous dit que quand ces particules sont parfaitement indiscernables et que vous posez du point de vue de la mesure à la sortie du cube séparateur, eh bien en fait les deux situations du haut sont identiques et en fait ça fait deux probabilités de probabilités qui s'annulent l'une et l'autre et au final vos photons sortent forcément ensemble en transmission et en réflexion, enfin de chaque côté du beam splitter. Et ça, cet état que vous voyez là, en fait, c'est un état intriqué à deux photons, les deux photons étant intriqués dans leur degré de liberté qui est le chemin. Et donc, c'est ça qui a été proposé au début des années 2000 pour faire un calculateur quantique universel. Donc, c'est la première roadmap qui avait été proposée. Et donc, Andrew, quand il est venu nous voir en 2010, 2013 et qu'on avait 70% d'indiscernabilité, il a dit c'est très bien, mais ça suffit pas. Il nous faut plus de 95. Et donc, c'est vraiment lui qui nous a motivés. Et pour ça, on avait quand même pas mal de problèmes à gérer parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des photons identiques? Ça veut dire que le photon est tout le temps dans le même état quantique à chaque fois qu'il est émis. C'est-à-dire que la boîte quantique doit avoir un environnement qui est tout le temps le même avant d'émettre le photon. Donc ça veut dire que s'il y a des charges autour qui fluctuent, s'il y a des spins nucléaires, il y a des fautes d'orthographe qui fluctuent, ou s'il y a des phonons, eh bien tout ça va mal se passer. Donc en fait, il faut contrôler l'environnement de la boîte quantique et à un point assez important. Et pour ça, il fallait pousser plus loin la techno. Donc je fais une petite parenthèse. Parce que dans les autres grands frères scientifiques que je nomme dans mon parcours, il y a Khaled Karaï, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui vient aussi de la communauté des boîtes quantiques et qui avait créé AtoCube et qui était enthousiasmé par cette lithographie et au point de fabriquer avec nous une machine de lithographie qu'il a mis au catalogue. Il en a jamais vendu, hein. Mais on a développé ensemble cette machine de lithographie qui nous servait encore jusqu'à il y a 2 ans à faire les échantillons. Et cette machine, elle nous permettait de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, c'était de dire, au lieu de faire juste des ronds autour de la boîte, on pouvait dessiner n'importe quoi dans la résine. Et ce n'importe quoi dans la résine, ça a été l'élément clé pour euh, euh, mettre des contacts électriques, ce qui permettait notamment de travailler en champ électrique inverse pour, en anglais ça vient tout seul, en français ça vient pas du tout, pour faire sortir les charges loin de la boîte quantique. Voilà. Et donc, ça a été un moment important. Ensuite, on a aussi adopté les techniques d'excitation résonante telles que Valia les a présentées ce matin. Et puis, on a aussi compris des choses sur les ailes de phonons. Et en faisant tout ça, eh bien, en 2016, il manque la référence, en 2016, on avait des photons extrêmement indiscernables. Donc, c'était dans le cadre de la thèse de Valérian Gies et le postdoc de Nicolo Somaski. Un photon à chaque entrée doivent sortir ensemble. Ça veut dire que si je mets deux détecteurs, je ne dois pas avoir de coïncidence, deux clics en même temps. Et là, quand on a fait la mesure, l'absence de pic était tellement belle que je leur ai demandé de refaire la manip parce que je pensais qu'il y avait un bug et que c'était pas possible que ce soit si beau. Donc ça s'est confirmé et on avait des photons extrêmement indiscernables. Je veux juste revenir sur le fait que Valia a dit que c'était très dur de faire ces expériences-là. Et en fait, c'est pour ça que moi j'ai vachement freiné pendant longtemps pour les faire parce que ça me paraissait extrêmement dur. Et en fait, Nicolo s'est lancé. Et en fait, ben, c'était pas dur pour nous parce que comme on a une très bonne cavité interface atome-photon qui est très efficace, on envoie en gros 10 photons pour en récupérer un. Donc la réjection du laser est beaucoup moins difficile que dans un échantillon avec une autre géométrie. Voilà, alors on arrive là à ce moment de l'histoire. On a en fait une espèce de cartographie que je vous montre ici qui nous guide dans ce qu'on veut développer. Euh, ouais. Je trace ici la probabilité d'avoir un photon quand je lui demande, et puis la discernabilité des photons. Ça, c'est la technologie des sources qui était utilisée par la communauté du calcul quantique photonique jusqu'à présent. Ils avaient des sources très efficaces, mais qui sont intrinsèquement limitées par le processus physique qu'ils utilisent. Les boîtes quantiques commençaient à être soit très brillantes, soit très indiscernables. Et puis depuis 2016, avec nos travaux, mais aussi des travaux concurrents dans le groupe de John Weipin en Chine, on est depuis dans cette euh, progression vers les grandes brillances en maintenant une grande indiscernabilité. On s'approche de la source rêvée, très brillante et très efficace, et très indiscernable. Alors,
Quand on a eu ces résultats-là, on a eu plein de demandes hein, de chercheurs qui voulaient avoir ces sources pour faire du calcul quantique. Et c'est là que Nicolo a dit, il faut créer une start-up. Et petite anecdote que j'aime bien raconter, on était un peu rassurés sur la robustesse de notre technologie parce que Nicolo avait fait un jour tomber un échantillon, avait mis son pied dessus, on l'a repris, on l'a mis dans le cryostat et ça marchait quand même. Donc on se disait qu'on avait une techno suffisamment robuste pour supporter des choses que vous avez besoin qu'un échantillon supporte dans un environnement industriel. Voilà, donc l'aventure vers les technologies quantiques optiques commence. Vous avez remarqué qu'ils ont changé de look, hein, ils ont mis leur costard novembre 2015. Ça fait 10 ans qu'on avait décidé pratiquement de créer Candela. On a au début commercialisé des sources de photons uniques simples qu'il fallait insérer dans les cryostats des clients. C'était quand même assez laborieux. Maintenant, on fait mieux. Et vous voyez, on est très fiers d'avoir en fait, en gros, vendu des sources dans les plus grands groupes de calcul quantique photonique au niveau international, sauf aux États-Unis. Et vous voyez que le logo de Candela, en fait, c'est une boîte quantique qui envoie des photons, tout ça avec une petite imagerie Tour Eiffel pour bien rappeler que la technologie est française. Bon, c'est le logo première version. Depuis, il faut devenir sérieux, il faut faire des logos plus, voilà, plus corporate, tout ça. Mais c'est le premier logo qu'on avait qui était vraiment dicté par notre technologie. Alors, depuis qu'on a créé Candela, la technologie a été poussée énormément. En fait, maintenant, c'est eux qui fabriquent nos échantillons sur lesquels on fait nos études fondamentales. Et donc, je tiens à saluer les ingénieurs de Candela qui ont pris le relais. Donc, Thierry Mongeau, qui avait fait un postdoc avec nous, et Sébastien Boissier, qui sont maintenant les responsables de la production et de la recherche sur ces composants chez Candela. Vous voyez ici, oups, la beauté des images des sources qui sont fabriquées. Et puis vous voyez quelque chose ici dont on est très fier, c'est un papier très récent. Ça nous a pris 7 ans de trouver une technique pour mettre la fibre optique exactement au-dessus du micropilier avec une précision de l'ordre de 10 nanomètres, de 100 nanomètres dans les deux directions X, Y, les trois directions X, Y, Z. Tout ça sans que la fibre soit exactement en contact. Et dans une structure qui fait qu'on aligne tout ça avec une précision de 100 nanomètres à 300 Kelvin et quand on refroidit à 4K, l'alignement est maintenu. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même difficile. Voilà. Et donc, ça marche. Et vous voyez ici des sources qui tournent. On s'est arrêté au bout de 10 heures pour le papier, là, avec des nombres de coups énormes et des indiscernabilités de l'ordre de 95% sur des dizaines d'heures. Et donc, c'est maintenant ça qui est au cœur de la suite de l'histoire côté Candela, qui est le développement d'un ordinateur quantique. Donc, on a fait ça de 2017 à 2020. Pendant qu'on faisait ça, ces sources de photons uniques pour les études scientifiques, le monde a changé autour de nous. Les technologies quantiques sont devenues une technologie prioritaire au niveau international et on a compris que ce serait plus dans les laboratoires que les ordinateurs quantiques seraient développés, mais que ça serait dans des sociétés qui ont assez de moyens pour faire ce genre de défi technologique. Donc, on a décidé en 2020 avec Valérie et Nicole de se lancer dans le développement de ces ordinateurs quantiques. Bon, vous remarquerez qu'on est des physiciens, qu'on est nuls en informatique et qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que l'algorithmique. Donc, il a fallu faire venir d'autres personnes. Ici, je vous montre quand même la structure d'un ordinateur quantique première génération. On a des sources de photons uniques. Les photons sont envoyés dans une puce photonique où on a en fait l'équivalent de ces cubes séparateurs que je vous ai présentés qui permettent, il manque un plus là, d'intriquer les photons en chemin. Et puis à la sortie, vous avez des détecteurs. Ça, c'est la première architecture. Et on était très fiers de faire notre premier ordinateur prototype fin 2022. Vous voyez ici l'architecture avec des sources dans un cryostat, les photons qui sont émis. On a un démultiplexeur du temps vers le chemin pour distribuer les différents photons d'une seule source dans différents chemins. Cette puce, c'est une puce photonique universelle qui permet d'implémenter n'importe quelle transformation unitaire. Elle est contrôlable et à la sortie, on a des détecteurs. Et puis ensuite, on a tout le système de contrôle autour de ça pour faire un espèce de calcul quantique élémentaire. Alors, cet ordinateur, on l'avait mis en plus pour jouer le jeu complètement en ligne pour que les autres puissent l'utiliser, qu'on puisse comparer comment ça fonctionnait par rapport à d'autres ordinateurs, etc. Bien sûr, dans tout ça, on a dû faire venir d'autres personnes très importantes qui ont rejoint la société. Et je vais le dire dans le désordre temporel. On a d'abord eu une aide absolument critique d'un informaticien de haut vol, mon mari, qui a fait toute la couche logicielle et tout le framework, la simulation et toute la couche logicielle du hardware jusqu'à la programmation, jusqu'à l'utilisateur, jusqu'au cloud, pour que cette machine ressemble à une machine, à soit un ordinateur quantique.
Et une deuxième personne qui en fait est arrivée un peu avant, Shane Mansfield, nous a rejoint en 2020, qui lui fait des algorithmes quantiques. Donc c'est un mathématicien théoricien qui propose des algorithmes et qui a progressivement adopté la technologie. Et là, je vous fais une référence à un papier dont je suis absolument très fière. Et je pense que les gens qui font des boîtes quantiques et des spins vont apprécier. L'équipe de Shane a complètement euh, valorise infiniment la possibilité d'avoir des photons, mais en plus d'avoir des photons, d'avoir des spins pour créer ce genre d'état. C'est des états de la lumière où chaque rond que vous voyez ici, c'est un photon. Chaque trait, c'est des liens d'intrication entre les photons. Et ces structures qui ont une topologie très particulière, c'est une 24 photons qui permettent de faire un qubit logique. Donc, dans le calcul quantique, vous avez besoin de qubits physiques et de qubits logiques. Le qubit logique, c'est un qubit avec de la redondance pour corriger les erreurs. Et donc l'équipe de Shane a montré que si on avait juste des photons, il nous faudrait des millions de sources de photons uniques pour créer cet état ici, et que si on arrive à intriquer plusieurs spins, avec un temps de cohérence qui est complètement raisonnable, il nous faudra juste 12 sources pour faire le même qubit. Donc vous voyez le gain d'échelle absolument délirant. Et tout ça, d'une certaine façon, ça combine toutes les expertises qu'on a entendues aujourd'hui, hein. C'est juste la valorisation de toute cette science qui a été développée sur 20 ans sur la compréhension du spin, les spins nucléaires, etc., les photons, hein, pour faire ces composants. Alors, ce qui est chouette, c'est que on avait l'impression que si on avait créé Candela, on allait se retrouver à faire de la physique appliquée. Non, on retourne aux bases et on se dit, bon, bah maintenant, il faut générer ces photons intriqués. Et il y avait un protocole qui avait été proposé en 2009 pour le faire. Et donc là, on retourne dans le labo, recherche fondamentale, côté du C2N, et on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Et donc là, il est grand temps que je cite mes collaborateurs très proches au quotidien, Olivier Krebs et Loïc Lanco. Je suis désolée pour l'anachronisme, mais le but, c'est de les mettre sur les sujets sur lesquels on a bossé le plus ensemble, pour montrer qu'on a vraiment maintenant des moyens pour non seulement générer des photons de manière efficace, mais on peut générer des photons intriqués à la demande et de façon déterministe. Et donc là, vous reconnaissez des règles de sélection optique que Xavier Marie nous a montrées ce matin, avec le spin-up, spin-down d'un électron, qui sont liés à l'état excité par une polarisation gauche, bon ça c'est droite, droite ou gauche. Et le protocole, il est simple, vous prenez une boîte quantique, vous mesurez un premier photon en polarisation droite, ça vous dit que le spin est up. Vous mettez un petit champ magnétique, ça va faire précesser le spin jusqu'à arriver à un état up plus down. Et là, vous excitez à nouveau la boîte quantique. Vous l'excitez, mais de façon à exciter les deux transitions. Et quand vous faites ça, donc vous l'excitez à une polarisation linéaire, eh bien, vous récupérez deux photons. Enfin, non, vous récupérez, pardon, c'est compliqué à décrire, un état. Vous avez un photon rouge up, je vais y arriver, un photon droit, polarisation droite plus spin down, et plus l'état spin down, polarisation left. J'ai dit tout le contraire, mais vous savez lire, donc tout va bien. Ça, c'est un état intriqué spin photon. Et en fait, on peut recommencer. On peut attendre à nouveau que le spin précesse. Là, on a un état spin photon. On attend à nouveau que le spin précesse. On réexcite quand le spin a reprécessé d'une demi-période. Et là, on crée un état spin photon-photon. Donc, on a fait ça pour la première fois avec un taux d'émission grâce à la cavité toujours des ordres de grandeur par rapport à d'autres travaux. On a fait ça l'an dernier. Et je suis très fière de montrer que cette année, on a poussé les choses un peu plus loin en manipulant plus le spin et on arrive maintenant à créer des états qui sont plus sophistiqués. Vous voyez, on ne fait pas juste des lignes, donc on a rajouté une particule, un photon, mais on fait des états qui ont des formes un peu plus exotiques qui se rapprochent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. On appelle ça des états chenilles, hein, caterpillar en anglais, je trouve ça trop mignon. Voilà, alors on en est là et je voudrais juste partager le fait que dans cette boucle entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. En fait, il y a toujours le retour de la recherche appliquée qui revient vers nous et on fait toujours des manips plus belles qu'on n'avait pas imaginé qu'on pourrait faire grâce aux développements qui se font actuellement maintenant chez Candela. Donc, je vais vous montrer des nouvelles études, trois exemples d'études fondamentales qu'on a lancées, et puis de nouvelles applications qu'on va aussi explorer. Alors, premier exemple, c'est ce qu'on a fait avec Alexia Ofev, avec qui je collabore d'autre part sur d'autres sujets depuis 12 ans, hein, mais elle nous a embarqués dans la thermodynamique quantique et réfléchir à ce que ça veut dire d'échanger de l'énergie sous forme de travail ou de chaleur dans le paradigme quantique. Et donc on a pu faire ça grâce à nos petits systèmes. On a fait une étude très fondamentale sur ça.
L'autre point qu'on veut explorer depuis un certain temps avec Daniel, j'espère qu'on va finir par y arriver, c'est on a contrôlé l'environnement essentiellement électrique, on comprend le couplage avec les speeds nucléaires, on a encore des cartes à jouer côté le contrôle des phonons. Et dont Daniel est un expert absolu. Alors, il a montré le confinement des phonons dans des structures qui sont exactement comme les micropiliers. Alors, pour montrer un effet Purcell phononique, c'est plus compliqué que ce qu'on avait anticipé, mais on a décidé de ne pas laisser tomber et on va continuer. Euh, Elisabeth a parlé des états superposés état-nombre. Donc, ce qu'on a montré en 2019, et là, c'était une surprise et pour moi, quelque chose de très, très beau parce que le vide, c'est quand même compliqué, je trouve, en mécanique quantique. Et ben voilà. Non, c'est revenu. Attends, ouais, c'est revenu. On a montré en 2019 que quand on fait du contrôle cohérent de notre boîte quantique, que je simplifie par un système à deux niveaux ici, on crée, comme Valia l'a rappelé ce matin, une superposition de l'atome dans l'état fondamental et excité. Et ce qu'on a montré, c'est que si on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on a une superposition de la boîte dans son état fondamental et excité, et qu'on la laisse émettre un photon, eh bien, on va avoir un état quantique de la lumière qui est superposé 0 plus un photon. Et là, c'est un petit cadeau pour Elisabeth parce que les données viennent juste de sortir. On s'amuse maintenant à mesurer la fonction de Wigner de cet état et on est très fiers d'avoir réussi à montrer le caractère non gaussien de cette fonction de Wigner, d'un état qui est voilà, très exotique et qu'on génère encore une fois. Donc je me dis que peut-être on va faire encore plus de trucs rigolotes avec les boîtes quantiques dans un domaine de traitement de la formation qu'on appelle les variables continues et qu'on commence juste à lancer. Last but not least, les photons uniques, depuis longtemps, on se dit que ça pourrait servir à faire des communications quantiques. Jean-Michel sera d'accord avec moi que tout le monde nous dit que bah non, c'est pas intéressant parce qu'on sait faire des decoy states, etc. Eh bien, on a décidé de relever le défi et je pense que la communauté des boîtes est en train de s'y mettre et de montrer qu'en fait, si, ça sera bien mieux avec des sources de photons uniques. Et donc, je suis très heureuse que Dario Fioretto ait rejoint notre équipe il y a 3 ans et maintenant avec un poste permanent à cheval entre Candela et chez nous. Et il a monté son premier banc de communication quantique, de cryptographie quantique. Et il commence à montrer qu'en fait, ben, c'est vachement mieux, on peut aller plus loin. Mais il faut s'y prendre différemment. Il y a des spécificités à développer en utilisant nos sources à boîte quantique. Voilà, donc je suis arrivée au bout. Vous avez vu, j'ai cité un certain nombre de personnes et ça ne représente pas du tout l'intégralité des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, puisque j'ai cité aucun étudiant sauf ceux qui sont devenus permanents depuis. Bon. Et donc évidemment, dans ce trajet dans l'histoire que je vous ai montré, alors excusez-moi, du coup j'ai inversé, je vais revenir en arrière. Je voulais vous présenter cette petite illustration pour vous montrer que, en fait, et je voulais partager mon bonheur infini d'avoir eu la chance de commencer dans la recherche qui m'intéressait, c'est-à-dire la physique des semi-conducteurs et des cavités, et sans jamais changer de système. Vous avez vu, c'est toujours la même petite boîte qui se balade du début à la fin de l'histoire, hein, c'est les boîtes d'Aristide. Eh bien, on a pu passer de l'étude d'atomes artificiels et toute la physique de l'état solide, couplage au phonon, les spins nucléaires, etc. Et petit à petit, on s'est promené vers la physique atomique, l'optique quantique. Et puis, on découvre de nouvelles choses, l'énergétique et l'informatique. Et je pense que ce n'est pas fini. Mais d'une certaine façon, le fait d'être resté toujours sur le même système et de faire tout le temps des choses différentes, c'est vraiment une chance unique. Et donc, je reviens maintenant au fait que j'ai pas pu remercier tout le monde. Et donc, en fait, j'ai repris un transparent que j'avais fait en 2017 où j'avais mis les photos de tous mes étudiants jusque-là et tous mes collaborateurs. Donc, j'ai voulu le reprendre parce que j'avais beaucoup aimé préparer ça et on voyait toutes les personnes et la plupart, en fait, sont toujours restées dans notre environnement. Et bah, depuis, en fait, voilà, je me suis dit, je vais montrer les photos des événements de l'équipe. Donc, ça, c'est l'équipe côté C2N depuis 2018. Donc ça devait être la dernière thèse à Marcoussis, hein. Après, on est parti ailleurs. Et les dernières retraites d'équipe. Et puis, bien sûr, là, ça va vous faire un petit peu peur. Voilà, ça, c'est Candela en juillet dernier. Et donc, vous avez tous ces gens-là. Alors, il n'y a pas tout le monde qui travaille sur les boîtes quantiques. Vous avez dans ces personnes une trentaine de personnes. Il y a 100 personnes. Il y en a une trentaine qui travaillent sur la technologie des boîtes quantiques. Je dirais une trentaine à peu près sur l'intégration avec des puces, des fibres, etc. pour faire des ordinateurs, et puis le reste sur l'algorithme, les softwares, et puis un peu de business quand même. Voilà. Je vous remercie infiniment pour tout.
Merci beaucoup Pascal pour cet exposé magnifique qui nous fait vivre cette aventure extraordinaire qui est visiblement pas du tout finie. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a l'épitaxieur qui arrive. Moi j'ai une petite question. Ouais. L'ordinateur quantique, là où on voit tous les beam splitters et tout ça, comment quand je vois une image de circuit, je peux savoir combien il y a de qubits? C'est quoi le nombre de qubits? Actuellement, en fait, actuellement, le nombre de qubits est lié au nombre de photons. Voilà. Euh, Et donc l'ordinateur qu'on peut tester sur il a actuellement il a combien? 10 photons, Jean? 10 photons. Voilà. 10 photons? 10 photons. Voilà. Mais après, l'idée, c'est que normalement, alors j'ai pas gardé le slide, mais l'idée, c'est que donc le plus gros défi qu'on a devant nous, en fait, c'est du côté des puces photoniques. Il faut qu'elles soient beaucoup plus transmissives que celles qu'on a. Avec les beam splitters et tout Ouais, ça? ouais. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que si on génère des états, ces états que je vous montre ici, là, voilà, c'est ce genre d'état-là, si on commence à générer ça, alors les états que vous voyez ici, en fait, si on commence à les générer avec nos sources, avec des états à chenilles, comme je vous ai montré, eh bien, en fait, la profondeur de la puce dont on va avoir besoin pour faire le calcul, elle va devenir de plus en plus petite. Donc, en fait, la taille de l'ordinateur ne scale pas avec la taille de la puce. Et heureusement, parce que sinon, ça serait quand même un peu inquiétant. Donc normalement, on doit pouvoir, et donc il y a un papier d'ailleurs dans l'équipe de Shane avec Paul Hilaire qui avait fait sa thèse avec Loïc, qui propose en fait un schéma avec en fait des composants très petits et chacun avec une transmission, ok, c'est quand même élevé, mais c'est pas délirant, qui devrait permettre de passer à l'échelle. Mais enfin, ça va être très dur, hein. Non, bah ça ne dit pas, mais... Et juste encore une question, parce que là j'ai le droit de poser des questions. Quand tu as ton circuit là avec des beam On se voit splitters jamais et en tout fait. ça, bah non. Qu'est-ce que tu programmes si je suis en ligne et que je dis j'ai envie de calculer, je sais Alors, pas tu vois, trop c'est quoi? écrit là, c'est parfait. C'est écrit là. En fait, tu vois que tu as un circuit ici, c'est des beam splitters, etc. Donc ça, c'est la vision photonique. Ça c'est statique, ça bouge Non, pas. en fait, si, non, ça bouge. Ça, en fait, t'as partout des. En fait, le truc, c'est fait avec plein de Mach Zehnder. Et dans les Mach Zehnder, tu as des petites phases que tu peux chauffer. Des Ok, petites chaufferettes qui permettent de changer la phase. d'accord. Donc tout ça, c'est ajustable. Et en fait, ce que tu peux montrer, c'est que les autres plateformes de calcul, elles parlent en porte logique. Tu peux toujours traduire un enchaînement de portes logiques. Ça revient en fait à traduire, à définir une matrice unitaire. Et une matrice unitaire, tu peux la traduire sur une puce. Et si que tu Et que tu programmes et tu programmes, programmes tes phases. voilà, c'est ça. Et après tu comptes. Ouais, c'est ça. Super. Bon bah merci beaucoup. Ah, Ah, il y a des questions? ben voilà, Super. il fallait initier. Non, là, sur la partie communication quantique, tu dis on peut aller plus loin, Ah bah ça clignote, hein. mais bah, ok, donc de quelle technique tu parles? Parce que si c'est dans des fibres optiques, il y a. Ah non, oui, non, pardon, oui, alors d'accord, nos boîtes sont pas à la bonne longueur d'onde, ça, on est d'accord. Ouais. Non, mais même si elles le sont, à un moment donné, elles vont être atténuées. Je parle Donc bien. en fait, Dario, j'ai le droit d'expliquer un petit peu? Oui ou non? Non, il a dit. Ouais, En pas là. privé, en privé. En privé, voilà. Mais il y a des idées. Dario a plein d'idées pour pousser plus loin. Voilà. Je peux pas en dire plus. Et puis en distance, oui, en distance. Et puis après, bon, après, ça, c'est la première étape. Pour l'instant, Dario s'attaque au truc que le plus enfin, entre guillemets, basique, hein, c'est-à-dire l'échange de clés cryptographiques. Mais on sait que les photons, ça doit servir pour faire des communications quantiques au sens plus large. C'est-à-dire, si tu veux distribuer un calcul entre deux ordinateurs, etc., tu feras pas ça avec un laser atténué ou quoi que ce soit. Tout le monde est d'accord. Mais probablement plutôt avec des photons intriqués, les mêmes qu'on génère pour faire le calcul au départ. Voilà, donc en fait, Dario va prendre cette partie-là et puis pousser. Il y a de quoi s'occuper. On a une dernière question de Bonjour, j'ai une Kamel. question. La longueur d'onde d'une source à une autre n'est pas forcément identique. On Vous comprend pas tra- trop. ça- Ça clignote. Ouais. Recommence et on va voir. Alors, la longueur d'onde d'une source et une Dépend. autre Oui. source ne sont pas forcément identiques. Ouais. Les sources sont pas identiques et donc Est-ce que vous travaillez à rendre oui, les sources identiques. identiques? Oui, donc on a mis sur Archive un premier.
Ça clignote partout, hein, les C'est micros. trop tard, là. C'est bizarre. Et donc, on a fait une première étude avec des vieux échantillons qui datent de Marcoussis. Et on a réussi à montrer une interférence à deux sources différentes de 70%. Bon, voilà. Bon, c'est l'état de l'art pour des boîtes en cavité, mais il y a des équipes chez Warburton qui ont fait ça sans cavité, qui ont réussi à avoir 94%. Donc en fait, la thèse de Thibaut, qui doit être quelque part dans la salle, en fait, ce qui est intéressant pour faire, ce qui est difficile pour faire cette interférence à deux sources, c'est tout ce le bruit. Quelqu'un en parlait ce matin, je ne sais plus dans quel exposé, le bruit de charge lent. Et donc, Thibaut vient de faire une étude approfondie pour identifier toutes les sources de bruit pour faire mieux que les 70% qu'on a fait avec nos vieux échantillons. Et on a des indices là qui me paraissent prometteurs. Très bien. On applaudit encore Pascal. Félicitations.